du CNT est un symbole de fraternité qui caractérise la Confédération des États du Sahel, dont le colonel Assimi Goïta assure la présidence. Il estime que cette session est une occasion de faire une revue des activités de la Confédération. C'est une étape importante, non seulement pour le Mali, mais aussi pour notre Confédération. Après la création de la Fédération le 6 juillet 2024 à Niamey, nous avons tenu une réunion récemment dans laquelle le Parlement de la Confédération occupe une place très importante. Donc pour nous, c'est l'ouverture de la session d'octobre. Ce serait une occasion non seulement de faire le point sur la marche du pays et puis fixer de nouvelles orientations pour les échanges à venir au niveau de l'AES. La cérémonie d'ouverture solennelle de la session d'octobre du CNT sera donc un succès, volontiers affiché par ses invités d'honneur, à savoir la Turquie, le Burkina Faso et le Niger. Justement, le président du Conseil national de transition, Malik Diaw, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'octobre de l'année 2024 débutera le lundi 7 octobre. La cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle Djili Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB, mise en place terminée 15h30. Cet événement sera retransmis en direct sur les antennes de l'ORTM et la radio du Parlement, la 89.4 FM. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre le 7 octobre la journée mondiale de l'habitat et celle des villes le 31 octobre. Deux thèmes sont au centre de ces journées, à savoir engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur et les jeunes à la tête de l'action climatique locale pour nos villes. À l'occasion de la célébration de ces deux journées, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population livre un message. Le compte-rendu de Nouhoum Sissoko. Les journées mondiales de l'habitat et des villes sont instituées par l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat. Elles visent à mettre l'accent sur les défis mondiaux en matière d'urbanisation et à encourager la communauté internationale à mettre en œuvre le programme des villes. Deux thèmes sont au cœur de la réflexion de ces journées. Engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur et les jeunes à la tête de l'action climatique locale pour nos villes. Nous vivons dans un monde où l'urbanisation est en constante expansion. En 2050, près de 110% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Cette urbanisation rapide apporte des opportunités, mais aussi de nombreux défis. Face à ces réalités, il est crucial de se poser une question fondamentale. Qui va façonner l'avenir de nos villes? La réponse est claire, ce sont les jeunes. Les jeunes doivent s'engager activement dans la prise de décisions urbaines, apporter leur contribution dans la planification des villes, participer à l'élaboration des politiques publiques et s'impliquer dans la gestion des infrastructures en milieu urbain. Les jeunes sont aussi porteurs d'idées, qu'il s'agisse de solutions numériques pour améliorer la mobilité urbaine, d'applications pour la gestion des déchets ou de plateformes collaboratives pour promouvoir une économie locale. Les effets du changement climatique se font sentir partout dans le monde et ce sont les villes qui en subissent les conséquences les plus directes. Canicule, inondations, pollution de l'air, crise de l'eau, dégradation des écosystèmes. Les jeunes, grâce à leur connaissance des technologies numériques et leur capacité à innover, jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre des solutions climatiques locales. Qu'il s'agisse de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans les quartiers, de développer des initiatives d'agriculture urbaine pour lutter contre la pénurie alimentaire ou de concevoir des systèmes de transport plus écologiques, les jeunes sont à la pointe de ces actions. Octobre est consacré mois urbain au regard de la célébration chaque année de ces deux événements pendant ce mois. Autre célébration demain, la journée internationale du coton. Pour l'occasion, vous l'entendrez, le ministre du Commerce incessamment. Cette journée vise à mieux faire connaître le secteur du coton et le rôle fondamental qu'il joue dans le développement économique, le commerce international et la réduction de la pauvreté. Elle a aussi pour objectif de souligner l'importance d'une croissance économique soutenue, inclusive et durable. Les grands chantiers du Mali sur le secteur coton ont été mentionnés par le ministre de l'Industrie et du Commerce dans un message. La synthèse avec Ousmane Dao.
Le coton est un produit cultivé dans plus de 75 pays à travers le monde. Célébrer le coton, c'est mettre en avant son rôle dans la création d'emplois et le maintien de la stabilité économique dans les pays producteurs, dont le Mali. La Journée mondiale du coton est un cadre idéal de plaidoyer auprès des décideurs politiques, des investisseurs et de la société civile pour montrer l'importance du coton dans le développement économique durable, participatif et inclusif et la réduction de la pauvreté à l'échelle mondiale. La célébration de cette édition intervient après la tenue de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce et les consultations nationales pour le développement de la filière coton textile habillement. S'agissant des consultations nationales sur le coton, elles s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum signé par la Fédération internationale des associations de football FIFA et l'Organisation mondiale du commerce OMC en septembre 2022 avec pour objectif d'aider les pays du C4 et la Côte d'Ivoire de s'insérer dans la chaîne de valeur mondiale des habillements sportifs, notamment le football. Il s'agit de faire du sport en général et du football en particulier un levier pour l'émergence de l'industrie de transformation de coton et des textiles afin de positionner les pays du C4 et la Côte d'Ivoire sur le marché mondial du coton, des tenues de sport. Pour le Mali, le défi reste la transformation du coton et de nos jours, tout est mis en œuvre pour faire face à ce défi. Il s'agit de faire en sorte que le coton soit au cœur de l'industrialisation. Les résultats de la 13e conférence ministérielle de l'OMC et des consultations nationales sur le coton confirment la justesse des orientations données par le président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, d'œuvrer à la transformation de la production nationale par la promotion et le développement du secteur de l'industrie. La Journée mondiale du coton, depuis son instauration, a pour objectif de promouvoir des politiques commerciales durables et de permettre aux pays en développement de tirer parti de toutes les étapes de la chaîne de valeur du coton, faire du coton un secteur juste et durable pour tous. Et nous restons avec l'or blanc. Oui, l'écrénage de coton au titre de la nouvelle campagne cotonnière a démarré. Le président directeur général de la CMDT a suivi la sortie de la première balle ce samedi. Pour l'occasion, il s'est rendu à l'usine de Koutiala. Le PDG a ensuite effectué une visite dans la parcelle d'expérimentation à Bandiangara 2, non loin de la ville de Koutiala. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux, Nohom Sissoko et Omar Traoré. La nouvelle campagne d'égrainage de coton a démarré dans la filiale nord-est de la CMDT. Le président directeur général a assisté ce week-end à la sortie de la première balle de coton à l'usine 1 de Koutiala. Il a rencontré les agents et les producteurs pour dévoiler les nouvelles orientations de la structure. C'est très symbolique et c'est très important. C'est un moment fort pour lancer un message à l'ensemble des acteurs de la chaîne de transformation du coton, notamment de l'égrainage, à savoir les producteurs qui doivent récolter à temps opportun et protéger la production contre les pluies qui sont annoncées perdurer encore, et d'autre part, à savoir les gestionnaires du système du dispositif de transport de coton, graines des champs, jusqu'aux usines. Et un autre point, c'est à l'endroit des industriels eux-mêmes, les travailleurs des usines et les gestionnaires de ces usines-là, pour pouvoir assurer une cadence optimale afin de produire du coton de qualité à un coût abordable. Le coton qui est venu faire 1 tonne 580, il est venu du secteur de Karangana et de l'OP de Béressou. C'est la production de cette année. On a amené le coton, on a mis dans les conditions et on a égrené. Pour la production de cette balle, il y a eu beaucoup de sacrifices, et au niveau de l'encadrement, et au niveau de l'industrie et de l'administration. Le PDG de la CMDT s'est ensuite rendu dans une parcelle d'expérimentation située à Bandiagara 2, non loin de la ville de Koutiala. Il s'agissait pour lui de s'enquérir de l'état des lieux de cette expérimentation, initiée dans le cadre d'une coopération Sud-Sud Mali-Brésil pour le maintien du potentiel productif des sols en zone cotonnière. Ici également, le PDG s'est entretenu avec les producteurs. Il y a des essais qui sont installés, notamment des essais sur la fertilisation. C'est des blocs de fichiers qui sont installés avec 5 traitements, dont un des traitements s'est distingué énormément, à savoir le traitement à la dolomie, à la chaux agricole, plus l'utilisation du DAP lors de la semis, et aussi avec l'ajout de complexes sans le phosphore. Ceci permet d'avoir sur des sols très pauvres des rendements à hauteur de 1 tonne 100. Au terme de ces activités,
Le PDG de la CMDT a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la capitale de l'or blanc. On en vient à un autre titre de ce journal, intronisation de Monseigneur Robert Cissé comme archevêque de Bamako. Il succède ainsi au cardinal Jean Zerbo qui prend sa retraite pastorale. Les délégations venues de la Guinée, du Burkina Faso, de la Mauritanie ont pris part à cette cérémonie, en plus de plusieurs personnalités du Mali, dont le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, représentant le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Compte rendu, Fadema Keïta. La nomination de Monseigneur Robert Cissé comme archevêque de Bamako est du Saint-Cierge, c'est-à-dire du pape François. Nous nourrissons l'espoir que vous pourrez assumer cette tâche à la fois nouvelle et plus importante. C'est pourquoi, en vertu de notre autorité apostolique, après en avoir délibéré et pris l'avis favorable du dicaster pour l'évangélisation, nous vous libérons de tout lien avec le dit diocèse et vous nommons archevêque métropolitain de Bamako. Ainsi, sous le poids de l'âge et après 36 ans de ministère épiscopal, dont 33 à la tête de l'archidiocèse de Bamako, le cardinal Jean Zerbo passe le témoin à Monseigneur Robert Cissé. Ce n'est donc pas une démission, comme le disent certains. Zerbo a servi son peuple avec honneur et en bon missionnaire va au temple de la retraite. Il souhaite tous les vœux de réussite et de soutien au nouvel archevêque métropolitain de Bamako. Robert, je tiens à dire cela. Que son ministère continue à ébranler le cœur des fidèles, à égaler le cœur des croyants, pour qu'ils comprennent que l'Église, c'est notre Église. Nous vivons cette célébration dans un contexte où le Sahel et plus spécialement notre pays traverse une crise multiforme. Le Mali est en quête de bases solides pour un avenir meilleur, uni, stable et prospère. Puissions-nous éduquer notre jeunesse à franchir cette étape et à conduire le Mali au bon port. Un rythme propre au diocèse de sang et les cantiques de la chorale implorent le Seigneur pour lui. Le nonce apostolique du Mali et de la Guinée et le ministre de tutelle, très heureux, invitent tous les chrétiens à la communion fraternelle afin de relever tous les défis. Il n'est pas facile de succéder à une personnalité comme le cardinal Jean Zerbo, qui est et demeurera pour toujours un pilier de l'Église et de la société malienne. N'ayez pas peur de prendre le flambeau pour poursuivre l'œuvre du cardinal avec zèle, avec esprit d'initiative, avec esprit de créativité. Le Monseigneur Robert Cissé, que j'appelle affectueusement professeur, c'est un universitaire très sage. C'est un homme qui connaît très bien le Mali. Il respecte beaucoup ses corréligionnaires. C'est quelqu'un qui a été doté d'un sens très élevé de responsabilité. Je crois que cette désignation papale a été une bonne chose pour le Mali. Le nouvel archevêque s'engage, mais demande l'accompagnement de tous, surtout de son aîné, son éminence Jean Zerbo, dont il exalte les bienfaits. Je voudrais obéir à Dieu pour affronter les multiples défis de la mission qui devant l'immense attente du peuple de Dieu. Permettez que je salue le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour sa vision aussi prophétique que pratique, entouré du Premier ministre et des membres du gouvernement, dont notre ministre de tutelle présent, de faire vivre au Mali et pour le Mali 3 principes. Le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par les Maliens, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le représentant des familles fondatrices de Bamako, le délégué général de la GMPM, le porte-parole de la conférence épiscopale du Mali, les évêques, bref, tous les intervenants ont loué les actes posés par le cardinal avant de souhaiter bonne continuation au nouvel archevêque de Bamako.
Également dans ce journal, l'opération de déguerpissement des parcs à bétail dans la ville de Bamako se poursuit. Elle est effective à Lafiabougou-Koda et c'est pour le renforcement des mesures de sécurité dans la capitale, suivant le reportage de Daouda Koné. Prise le 19 septembre 2024, la décision de fermeture des 7 marchés à bétail de Bamako commence à entrer aujourd'hui dans sa phase active. Cela après des missions de sensibilisation effectuées par le département en charge de l'élevage et de la pêche. Le site de Lafiabougou-Koda est le premier à être déplacé. Les occupants glanent quelques matériels après le passage des grilles sous une surveillance des agents de la sécurité. Nous avons compris les préoccupations de notre gouvernement, qui est la question sécuritaire, qui est d'utilité nationale et c'est ce qui fait que les marchés doivent être déguerpis. Donc nous nous plions à la décision du gouvernement, mais nous avons compris, nous avons déclaré être solidaires avec notre État, rester derrière nos autorités pour vraiment tout ce qui est de la question sécuritaire. Malgré la prise de décision pour la fermeture des marchés à bétail, certains occupants sont toujours sur place sous prétexte qu'il n'est pas facile d'abandonner les lieux habituels. Ainsi, contrairement aux gens de Lafiabougou-Koda dont le déplacement est effectif, les occupants des parcs à bétail de Sanfil et de Niamana n'ont pas bougé d'un iota. On est là pour le moment. Le déplacement est certes programmé, mais nous demandons aux autorités de continuer la sensibilisation. L'opération a commencé hier aux environs de 5 h du matin et s'est poursuivie jusqu'à 17 h. Donc le gouvernement a mis à la disposition des marchands de bétail 10 autrement pour les permettre d'évacuer dans de bonnes conditions les animaux. Et cela a été fait. Et les grilles ont passé pour déblayer, pour araser les sites afin qu'il n'y ait plus de récidives. L'opération va se poursuivre dans les autres sites, mais on attend d'abord de sécuriser les sites de Lafiabougou-Koda avant de programmer les deux autres sites. Pour rappel, à Cathédrale, 57 hectares sont mis à la disposition des déguerpis. Ces déguerpis disposent aussi de 20 hectares dans le village de Kabé, dans la commune de Sanankoroba, et 33 à Zantikila. Le RTM et ses partenaires récompensent les finalistes de l'émission Maxi Vacances 2024. Ils ont reçu leurs différents prix et cadeaux hier samedi lors d'une cérémonie organisée à cet effet. Les temps forts avec Awadama Koulibaly et Sambou Diakité. 1 à 1, du 3e au 1er et par catégorie de compétition, les lauréats reçoivent leur distinction. Ils sont 17 finalistes cette année à gagner entre 50 000 et 125 000 francs CFA. Un titre qui les pousse à retrousser les manches et viser plus haut. Après Maxi Vacances, je vais essayer avec ORTM. On ne sait jamais. Je vais tenter ma chance également. Je compte continuer davantage à effectuer des recherches pour m'enrichir à la connaissance, car c'est la connaissance sur laquelle l'homme peut mourir avec. Donc ça, c'est un exploit. J'ai beaucoup de projets, je pense encore avancer et je crois que je vais beaucoup travailler après ça. L'exploit de cette édition fait renaître de l'espoir quant à l'encadrement des jeunes. La direction de l'ERTM s'en félicite et se projette déjà dans le futur. Nous avons la mission, bien évidemment, dans un futur, en tout cas, de pousser cette émission sur l'ensemble du territoire. J'ai vu des jeunes de Gao aussi qui ont participé à leur façon à cette émission, mais au-delà de cette participation spontanée, nous voulons amener cette émission à l'intérieur du pays. L'encouragement du parrain n'a pas fait défaut à l'endroit non seulement des organisateurs, mais aussi des candidats. Nous sommes très fiers de Maxi Vacances, très fiers de toutes les émissions. Maxi Vacances, c'est une particularité qui aujourd'hui, pour la jeunesse, en tout cas, je pense que c'est une opportunité que nous espérons va continuer encore 100 ans. Pour le lauréat, c'est de se dire de ne jamais se contenter de ce qu'on a. Maxi Vacances, c'est aussi des partenariats. Orange Mali se hisse à la tête de la liste avec 17 années de collaboration. Élection du Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali. Il s'agit d'élire les représentants du Conseil dans tous les cercles et arrondissements du Mali. La particularité cette année, un vote en ligne. Le point avec Souleymane Sidibé. Coup d'essai, coup de maître pour le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali. L'Ordre des médecins qui vient d'organiser une élection en ligne, une première dans l'histoire du Mali.
comme pour dire que la digitalisation est bien effective. Alors on a vu que les médecins ont beaucoup souffert. Souvent, des gens se font la queue devant le bureau de vote du matin jusqu'au soir. C'est un tout petit peu compliqué. Raison pour laquelle nous avons fait appel à une équipe technique, le CERTES, qui nous a aidé beaucoup à monter bien sûr un logiciel et à faire tous ces travaux-là. Et aujourd'hui, le vote était très simple. Un médecin à la maison, sans se déplacer, vous votez tout simplement à travers votre téléphone portable. Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, que nous remercions ici, et toutes les autorités de la transition, a lancé la digitalisation de l'ordre des médecins à l'hôtel Azalaï. Depuis ce jour, les médecins se sont sentis très à l'aise face à cet outil qui a permis d'enregistrer un effectif record dans l'histoire de l'ordre des médecins. 4055 médecins ont pu s'inscrire sur la liste du tableau de l'ordre des médecins. Ça n'avait jamais été fait avant. Et c'est dans la suite logique de cette digitalisation justement que le vote électronique est venu. Cet outil a été développé par des Maliens. Cette première expérience a mobilisé 344 médecins qui ont voté à partir de leur smartphone. À Koulikoro, la situation hydrologique est alarmante. Elle est caractérisée par la montée spectaculaire des eaux causant des inondations, 50 cas au total, avec plus de 8000 sinistrés. Le reportage de Djemba Moussa Konaté. Mama Konaté est un exploitant de matériaux de construction à Koulikoro. Cet ancien élève coranique a quitté Kona depuis le début de la crise sécuritaire que connaît le Mali. Il est venu à Koulikoro pour se reconvertir en exploitant de matériaux de construction. Pour la conduite de la pirogue avec laquelle il extrait et transporte le sable et le gravier, aucune mesure de sécurité n'est respectée. Mama Konaté n'est pas le seul dans cette situation sur les quais du fleuve Niger à Koulikoro. Des centaines de pirogues prêtes à embarquer sont dans le même état. Nous sommes conscients du danger que nous encourons sur le fleuve, surtout en cette période hivernale. Les mesures de protection peuvent atténuer les risques d'un accident sur le fleuve. Nous le savons. Nous savons également que la mort peut nous surprendre à tout moment. Donc, nous nous remettons au bon Dieu. La plupart des exploitants foulent aux pieds le code fluvial malgré les nombreuses sensibilisations faites en la matière pour minimiser les accidents sur le fleuve. Nous avons aussi au départ prévu des chambres à air pour chaque pirogue. Donc ils n'ont pas adhéré à la dynamique et chaque fois ils rejetaient les chambres à air ou bien ils les crevaient. Après nous avons même bâti un poteau de 12 mètres pour planter, n'est-ce pas, quelque part vers le milieu du fleuve, afin qu'ils puissent s'accrocher en cas d'orage. Mais là aussi, ils n'ont pas voulu. Il y a plus de 5 ans, le poteau est dans le lit du fleuve. Mais quand les travailleurs s'entêtent à venir sous la pluie, maintenant nous les sanctionnons. C'est suite au chavirement de Koubi dans la région de Mopti dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013 que le département en charge des transports a décidé de mettre un accent particulier sur la sécurisation des embarcations. Parmi ces actions de sécurisation des embarcations, il y a les conditions météo. Les pinasses, avant de prendre le fleuve, doivent avoir toutes les informations relatives à la météo. Et dans la plupart des cas, c'est des problèmes liés au vent fort qui font chavirer les pirogues. En plus des conditions météorologiques, il faut vraiment limiter les surcharges au bord de ces embarcations-là. Se focaliser sur la charge utile. En plus de ça, il y a l'établissement d'une liste des passagers avant l'embarcation. Généralement, on voit que les gens entrent dans les embarcations, les pinasses, sans être identifiés. Il faut suffisamment de gilets de sauvetage pour qu'en cas d'accident, qu'on puisse sauver le maximum de vies. On a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des accidents, il y a beaucoup de blessés. Et malheureusement, ces embarcations ne sont pas dotées de boîtes de pharmacie. Alors, avant que les secours ne viennent, les personnes peuvent perdre leur vie.
La montée des eaux connaît un niveau supérieur à celui de l'année dernière, selon le bulletin hydrologique décadaire du 25 juillet 2022. L'eau du fleuve Niger a une hauteur journalière de 204 mm, soit 6 mm de plus que celle de l'année dernière qui était de 198 mm pendant la même période. Une situation hydrologique qui n'est pour le moment pas inquiétante, mais selon les spécialistes, il est important de prendre des mesures adéquates. Au niveau de l'ORTM, il y a des émissions à partir du bulletin journalier de la DNH qui donnent des conseils à tenir durant la montée des eaux sur l'ensemble des cours d'eau du pays. Donc il va falloir suivre ces conseils par la population et relayés par l'ORTM au niveau régional pour que la population puisse sensibiliser et être au courant des dangers qu'elle est en train de courir. Il y a les tempêtes qui peuvent surprendre à tout moment. Il y a l'éboulement des bordures des fleuves qu'il va falloir protéger les enfants contre ça. Il y a l'arrivée brusque des courants d'eau. Pour réduire les accidents sur le fleuve et pour vite secourir aux victimes de naufrage, un centre de secours fluvial est opérationnel dans la cité de Méguétan depuis le mois de septembre 2020. L'unité est dotée d'équipements appropriés pour éviter autant se peut les cas d'accidents mortels et secourir les blessés. Nous disposons des Zodiac, une vedette, qui sont tous fonctionnels, et puis d'autres équipements matériels de protection individuelle. Les autorités fluviales demandent aux exploitants de respecter les consignes de sécurité édictées par le code fluvial pour leur propre sécurité et pour la sécurité de leurs biens. Suivons à présent cette prise en charge de certains accidentés ou malades qui sort de l'ordinaire et qui dépasse tout commentaire. Je vous explique. À Tombouctou, certains habitants font recours à la médecine traditionnelle. Et tenez-vous bien, pour traiter des malaises ou chocs liés aux accidents, on enterre la victime dans une fosse qui est au préalable enroulée dans un drap à une température proche de 50 degrés Celsius. Très impressionnant, c'est pourquoi une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre d'une pratiquante. Elle se nomme Salka Arbi, dite Salaka. Je ne vous en dis pas plus. Suivons plutôt ce reportage de Najim Baba Sissé depuis Tombouctou. Avant l'avènement de la médecine moderne, les habitants de Tombouctou usaient de plusieurs techniques thérapeutiques pour traiter les chocs et malaises dont ils pouvaient être victimes. Aujourd'hui encore, certains gardent jalousement cet héritage légué par leurs ancêtres et les perpétuent comme ça se doit. La sexagénaire Salka Arbi, affectueusement appelée Salaka, est un trésor humain vivant qui continue d'exercer cette pratique qu'elle a apprise de sa défunte mère qui, de son vivant, a fait le serment d'aider ses semblables. Je soigne les victimes des chutes. Je soigne les entorses et ceux qui ont des maux des hanches. Parmi les maux des hanches, il y a ce qu'on appelle Jirida, très pénible. J'assure sa prise en charge et plein d'autres maladies. Nous coïncidons avec une jeune dame qui a chuté d'une moto. Ses nuits sont indescriptibles, avec des douleurs corporelles qui la privent de sommeil. Salaka est aidée dans son travail par un de ses garçons et sa sœur. Le traitement consiste à creuser une fosse à la taille de la victime, puis chauffer l'intérieur à l'aide du feu. Une fois que la température de la fosse atteint la norme requise, elle y couche la patiente couverte d'un drap, puis lui passe quelques couches de sable dessus. Tout d'abord, on lui prépare une soupe à base de viande. Ensuite, on la masse avec du beurre de karité et on la longe dans la fosse. Au bout de 30 minutes, Mounine Alassane est sortie de là. Elle doit suivre 2 autres séances après celle-là. Dieu merci. Avant, je ne pouvais pas me tenir debout. À la suite de cette séance, je me sens beaucoup mieux. Mohamed Sahi et Ahmed Ben Barka se souviennent encore de leur passage chez la défunte mère de Salaka. Il y a eu un choc violent lors d'un match de football. J'étais à l'hôpital, on m'a fait beaucoup de traitements. J'ai eu mon salut à travers cet enterrement.
Aussitôt que j'ai terminé les 3 séances, fini de mes articulations. Et j'ai repris mon football plus tard. Quand j'étais petit, j'ai attrapé la maladie de foie, ce qu'on appelle aujourd'hui hépatite. En ce moment, on ne savait même pas qu'est-ce que c'est que hépatite. La vieille m'a soigné. Et depuis qu'elle m'a soigné jusqu'à nos jours, je me porte merveilleusement. L'enfant de Rokian Barakou souffrait, lui, d'entorse. Il va mieux après quelques séances de massage. Avant que je n'amène mon enfant ici, je ne dormais pas du tout. Mais depuis que j'ai commencé à venir, Dieu merci, j'ai retrouvé le sommeil. Elle nous soigne, nous et nos enfants. À chaque fois que nous tombons malades, nous retrouvons la santé. Elle n'a pas un prix fixe pour nous. Elle se contente du peu qu'on la donne. Entre tradipraticiens et traumatologues modernes, la passerelle ressemble à un mirage, car la collaboration n'est pas franche. Ce n'est pas toutes les fractures qu'on peut traiter. Il y a certaines fractures, souvent il y a plusieurs difficultés, même chez nous. On n'arrive pas vraiment à faire la prise en charge. Souvent on est obligé d'évacuer les malades à l'extérieur. Ouais, et aussi à leur niveau, il faut qu'ils comprennent que devant ces arts de légion, ils peuvent référer les malades au niveau des hôpitaux. Ça ne montre pas qu'ils sont incapables. Non, non, non. C'est le fait de savoir que ces malades doivent être référés aussi. Ça montre leur connaissance en la matière. Malgré les prouesses de la médecine traditionnelle, la médecine moderne reste une boussole, car c'est elle qui offre les meilleurs clichés radiographiques, afin de déterminer avec précision là où se situent les anomalies. Très impressionnant. Rendons-nous à Kidal pour découvrir le tandé, un instrument de musique typiquement touareg. Le genre musical renaît de ses cendres pour le plus grand bonheur de notre richesse culturelle, j'y arrive, grâce aux organisations des femmes qui participent à la relance des activités culturelles à Kidal, Sidi El Medi, Ag Albaka et Moussa Togo. Tendé, cet instrument musical propre au Kaltamachak et exclusivement réservé aux femmes, joue un rôle particulier dans tous les grands événements chez les Touaregs. Il est fait à partir de... Pour créer cet instrument, il faut 2 pilons, un mortier, une corde, 2 sacs de sable et de l'eau. Au-delà de son aspect culturel, il joue souvent un rôle important dans le cadre du traitement traditionnel. Chez les Kaltamachèques, le tendé est représenté à tous les grands rendez-vous, la fête, le mariage, les concours de beauté et l'accueil aux grandes personnalités. Souvent, il est même utilisé pour soigner les malades car il aide à oublier la douleur. Le tendé, une expression musicale qui renaît à Kidal grâce à la vision des autorités régionales, ma culture, mon identité. La coordination des associations des femmes Tioussaï salue les initiatives du gouverneur de Kidal qui ne cesse d'encourager les activités des jeunes et des femmes de Kidal pour sauvegarder notre... Ainsi, les femmes de la coordination des associations Tioussaï font résonner les tendés avec les parades de chameaux pour permettre à la 8e région administrative du Mali de se réconcilier avec elle-même à travers sa culture. À l'occasion du 2e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, nous sommes au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Faso, s'est adressé à la nation. Il a longuement parlé de la situation sécuritaire en évoquant la dernière attaque terroriste survenue à Barça-Logo, région du centre-nord. Retour sur les grands points de son adresse avec Jérôme Tindano. Les questions fusent des 4 coins du pays pour le président du Faso dès l'entame de cette émission interactive sur les antennes de Radio Burkina.
Une première série de questions porte sur les velléités de déstabilisation. En sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Et si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre point, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté. L'attaque de Barsalgo est également une question commune à plusieurs auditeurs. Là également, le chef de l'État sait les motivations et la stratégie. Et c'est l'occasion donc de remercier certains pays, donc notamment les pays de l'AES, qui nous ont donné un coup de main au départ. Le Niger, nous avons envoyé des troupes au Niger formées pour revenir s'installer. Nous avons envoyé des troupes au Mali formées. Nous en avons envoyé donc au Togo. Aujourd'hui, depuis que nous avons pris notre destin en main, comme on le dit, la plupart des pays européens qui offraient des formations au Burkina ont systématiquement fermé. Et certains pays, malheureusement, qui sont nos voisins, ont automatiquement aussi fermé les rapports militaires avec nous. Tout cela participe de la souveraineté, puisque désormais, les formations militaires s'effectuent dans l'espace AES, répond le chef de l'État à un groupe d'auditeurs qui s'intéresse aux résultats engrangés depuis l'institution de la Confédération des États du Sahel. L'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres personnes. Donc il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là pour ça. Et voilà pourquoi très tôt nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison. Voilà, donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations. Il y a des Maliens, des Nigériens au Burkina, ainsi de suite. Donc dans chaque pays, il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office de liaison, pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes. À ce rendez-vous avec les auditeurs de Radio Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré décline une fois de plus sa vision d'un Burkina industrialisé. Construction de rails modernes, installation d'usines d'exploitation et de transformation de nos matières premières, tout est fait pour créer en interne des emplois pour les jeunes et de la richesse pour le pays, conclut le président du Faso. Nous restons au Burkina Faso pour parler également du lancement officiel des activités du mois d'octobre rose sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est de permettre à au moins 1 million de femmes à se faire dépister à travers tout le Burkina Faso. Les précisions avec Oumou Sissé. Mois d'octobre ou octobre rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein. Ce cancer qui touche 55 femmes sur environ 100 femmes dépistées au Burkina Faso reste une préoccupation majeure pour le gouvernement burkinabé. Et pour une prise en charge optimale de la pathologie, des cliniques mobiles sont gracieusement offertes pour une prise en charge des patientes jusque dans les confins du Burkina Faso. Courant ce mois, c'est un peu plus d'1 million de femmes qui vont être sensibilisées, auxquelles on va apprendre comment s'auto-palper le sein. C'est un peu plus de 6000 femmes de toutes les contrées du Burkina qui vont bénéficier d'échomammographie gratuite au niveau de ces cliniques mobiles. Ça va lever une frustration qui était ressentie par le corps médical, celle de vouloir venir en soutien aux populations et n'avoir pas la possibilité de le faire. Je pense qu'avec ces modules roulants, ils ont désormais la possibilité
d'aller partout où la demande se fait sentir. Les activités qui sont prévues vont se centrer essentiellement sur le dépistage du cancer du sein, mais en parallèle, nous allons prendre en compte les cancers du col de l'utérus. En fonction des résultats, les femmes seront orientées dans les cabinets de gynécologie pour une prise en charge spécifique. Cette cérémonie est mise à profit par le premier responsable du département de la santé d'interpeller toutes les femmes à faire de ce mois d'octobre rose le leur. Elle consacre également la mise en activité de ces cliniques mobiles remises officiellement le 25 juillet dernier par le président du FASO. Intervention des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 2 au 5 octobre 2024. Commentaire à Jocelyne Amoussouf. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, au cours d'une patrouille de routine menée par une unité de Tamou, au soir du 3 octobre dernier, un camion transportant une importante quantité de bouteilles d'alcool frelaté a été immobilisé près d'Alambari. Selon les premières auditions, ce matériel était destiné aux groupes criminels opérant dans la zone. Le lendemain, dans la matinée, un individu suspecté d'appartenir à une entreprise terroriste a été capturé à Saï grâce à une dénonciation anonyme. Le mis en cause a été aussitôt remis aux mains des services compétents pour la poursuite des investigations. Dans le cadre de l'opération Damissa, les efforts dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants se renforcent à travers le territoire national. À cet effet, en milieu de semaine, un important lot de produits prohibés a été saisi dans la localité de Doumega. La cargaison comprend plus de 1500 cartouches de cigarettes et 762 560 comprimés divers. À l'est du Niger, dans la région de Difa, une unité du secteur 4 de la FMM en mission de contrôle de zone dans la périphérie de Chetimari a réussi à détruire sans incident 2 engins explosifs improvisés prépositionnés par des criminels. Cependant, un 3e engin a malheureusement sauté avec un de nos véhicules, occasionnant la mort d'un de nos frères d'armes et la blessure de 5 autres, dont le pronostic vital n'est pas engagé. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, nos forces en poste sur le plateau de Yaware ont intercepté une motocyclette pour un contrôle d'identité. Le conducteur et son binôme, n'ayant pas voulu coopérer, ont pris la fuite. Une petite poursuite engagée a permis de capturer un des suspects qui transportait des comprimés nocifs. Il a été mis à la disposition des services compétents pour enquête. Nous ouvrons à présent la page sport et il nous a rejoint sur ce plateau Kodi Sibi. Bonsoir Kodi. Bonsoir Khadijatou, bonsoir à tous. Je le disais au début de ce journal, le sélectionneur des Aigles du Mali a publié aujourd'hui une liste de 24 joueurs retenus pour la double confrontation entre le Mali et la Guinée-Bissau. C'est au compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Oui, ce sont des rencontres en tout cas prévues les 11 et 15 octobre respectivement à Bamako puis à Bissau. La liste a été dévoilée au cours d'une conférence de presse tenue ce matin au siège de la FEMAFOOT. Le décryptage de la liste avec notre reporter Fotiki Tunkara. Pour la double confrontation entre le Mali et la Guinée-Bissau contre les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les 11 et 15 octobre en cours, respectivement Bamako puis à Bissau, le sélectionneur national des Aigles du Mali a fait appel à 24 joueurs. Dans l'élaboration de la liste, Tom Saintfit s'est inscrit dans la logique de la continuité du travail entamé par ses collaborateurs lors du rassemblement passé des Aigles au mois de septembre. C'est une sélection qu'on fait ensemble. J'explique un peu. La sélection à faire, la base de la dernière sélection. J'ai beaucoup de confiance à Conti et son staff qui a créé la première sélection pour moi. On a gardé presque le même groupe le 18 de septembre. Il y a 6 nouveaux noms. Chaque sélection, chaque mois, il y a peut-être 1, 2, 3, 4 nouveaux noms et on va construire une équipe pour être une des meilleures équipes en Afrique. Cette liste comprend 3 gardiens de but, 6 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants. Sur les 24 joueurs, 18 étaient présents au rassemblement de septembre. Il y figure 6 nouveaux, presque tous des revenants, à l'exception du seul néophyte Ibrahim Sissé,
le défenseur de Schalke 04 en Allemagne, viendra découvrir le nid des aigles. Selon Tom Saintfiet, tous ces joueurs ont été choisis sur la base des critères objectifs. Je ne suis pas un sélectionneur qui sélectionne les noms. On va réfléchir dans chaque position. On a besoin d'un type de joueur comme ci ou comme ça, qui sont les alternatives quand il y a quelque chose au match, quand il y a une blessure, quand on doit faire le changement au match. Il y a beaucoup de critères qui sont là et on n'a pas besoin de tous les grands noms, mais des joueurs qui veulent faire tout pour le pays. Pour sa première devant la presse malienne en tant que sélectionneur national des Aigles, le technicien belge Tom Saintfiet est apparu familier avec les journalistes et très coopératif avec son staff. Il s'est aussi montré rassurant à l'endroit des observateurs en disant que la sélection reste ouverte à tous les joueurs maliens. Voilà, le portail donc signé Fotiki Tunkara et Toumani Diabaté. Kariatou, on voit donc le rendez-vous. C'est vendredi prochain ici au stade du 26 mars pour la manche aller Mali-Guinée-Bissau. À quelle heure? À 19h. 19h. La Ligue régionale de football de Caille organise les 8 et 9 octobre les états généraux sur le football caïsien. Oui, c'est un rendez-vous très important, en tout cas une occasion pour les acteurs du football caïsien de faire le diagnostic des mots qui minent le développement du foot à Caille et proposer des solutions idoines à cet effet. Je vous propose qu'on écoute Dr Moussasso. Il est le président de la Ligue de football de Caille. Les états généraux, on peut le dire, s'imposaient à nous les Caïsiens aujourd'hui, compte tenu de la problématique qui se pose à nous en matière de football. On se souvient que Caille fut la première région à remporter la Coupe du Mali en 1987, la première région. Dès lors, il y a eu des hauts et des bas. Et il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et beaucoup de mésententes. Nous avons jugé nécessaire que ça serait un moment propice où tous les acteurs du football vont se retrouver, discuter, échanger et proposer les solutions les meilleures pour le football, pour le développement du football dans la région de Caille. Avant la date du 8 au 9, chaque district, les 7 districts qui constituent la Ligue régionale de football de Caille ont eu à travailler sur les mêmes thématiques au niveau de leur district. Donc on a aussi les recommandations, les rapports. En même temps, ils seront conviés du 8 au 9 avec sous l'égide du gouverneur pour que nous puissions vraiment nous retrouver en famille pour discuter et trouver les solutions les meilleures pour que Caille puisse trouver son histoire d'entente. Voilà, 8 et 9 pour les états généraux, donc placés sous la présidence du gouverneur de région, le général de brigade Moussa Soumari. Et on termine avec les nouvelles du championnat d'élite de cyclisme disputé hier. Oui, les cyclistes ont donc parcouru une distance, vous allez le voir, de 160 km en Tabakoro précisément, en circuit fermé. Et bien évidemment, vous les apercevez en groupage. Alors, c'est Moussa Togola du club Ernest de Bamako qui est donc arrivé premier avec un temps de 4h11 minutes 33 secondes. Il est suivi par Yaya Diallo et de Daouda Djiré, tous de Ernest de Niena. 73 coureurs venus de 11 clubs de cyclistes ont donc participé à ce championnat de cyclisme, une compétition qui sert de préparation pour nos cyclistes en vue du championnat d'Afrique prévu du 9 au 13 octobre. Ce sera au Kenya. Voilà. Joie dans le camp des vainqueurs qui portent donc le maillot jaune, maillot de vainqueur bien évidemment de ces cyclistes à l'issue de ce championnat d'élite de cyclisme Karijatou. Merci beaucoup, Kodi Sivi. Merci bien. Et bon début de semaine à vous. Merci et bonne soirée. Également dans cette édition, cette année, Maxi Vacances a vu la participation de Fatmata Sissé, malvoyante. Elle est la première en slam de Maxi Vacances 2024 et lors de sa prestation, elle a touché la discrimination faite aux personnes en situation de handicap. Elle souligne que la solidarité, ce regard humain et compatissant perd son sens, surtout en faveur des personnes en situation de handicap. Nous sommes au mois d'octobre, mois de la solidarité, ayons un regard positif envers cette couche vulnérable. Suivons
durant sa prestation lors de la cérémonie de remise de prix de Maxi Vacances 2024 avec Awa Adama Koulibaly et Sambou Diakité. La vie est une jungle dans laquelle le plus fort fait sa loi et brime le faible dans l'air droit. C'est pour cela ce soir par ma voix je porte celle de sans voix. Je me demande combien de fois avais-je dénoncé cette maltraitance qui subit cette couche considérée comme vulnérable, défavorisée de la société sans volonté, qui inflige des coups de souffrance à des mini qui n'ont que leur patience qu'ils s'arment dans leur désarroi. À tous ces rois qui usent de leur charme pour séduire tous ces infirmes qui s'affirment malgré leur état d'infirme. Dans un état en voie de développement où le monde sombre de la lacune de l'ombre par mes mots comble ce vide. Que les dirigeants sans état d'âme infligent à monsieur et madame vulnérables. C'est à vous que je m'adresse, mes responsables. C'est pas parce qu'on se déplace dans des fauteuils roulants que nos esprits en dépendent. Alors, si vous nous voyez dans la rue partout, nous serons, au lieu de nous dire à la manisson, cherchez à savoir ce qui se trouve dans nos caboches. Nous sommes instruits comme des instruits. Nous sommes des élites avec des talents impeccables. Waouh, quel cabako infamiatable. Angolo no tati kele nyaw korte ka konke sarakaye. Ankera amal dem nyaw korte ka konke kerefe den. Et oui, un message très émouvant. Et c'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci à la rédaction et merci à vous de nous avoir suivis. Un seul brin de mil ne fait pas la farine, disaient nos grands-pères soninké, pour nous faire comprendre que c'est ensemble que nous pouvons réaliser de grandes choses. Bon début de semaine à tous et à très vite sur ORTM 1.